Imaginez la scène. Une soirée d'entreprise fastueuse dans un hôtel particulier de Lyon, les verres de champagne scintillent, les conversations se mêlent à la musique jazz. Vous portez la robe parfaite, celle qu'il a choisie pour vous. Et soudain, sur un balcon baigné par la lueur des lampions, vous le voyez. Votre mari, l'homme de votre vie, le père de votre enfant, qui embrasse passionnément sa jeune assistante. C'est ici que mon cauchemar a commencé. Mais cette trahison, aussi douloureuse soit-elle, n'était qu'un avant-goût d'une vérité bien plus terrifiante. Ce que j'allais découvrir allait détruire bien plus que mon mariage. Cela allait redéfinir toute ma vie. Je m'appelle Amélie. Pendant près de 15 ans, ma vie a été un modèle de perfection, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'avais rencontré Julien à l'université. Il était ambitieux, charismatique, et j'étais tombée éperdument amoureuse. J'ai abandonné mes études d'histoire de l'art pour le soutenir, pour créer un foyer parfait dans notre grand appartement sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Pendant qu'il bâtissait son agence de détective privée, je m'occupais de notre fille, Léa. Chaque jour était rythmé par ses besoins, ses préférences. La maison embaumait toujours le café frais et la cire d'antiquaire. Mes mains étaient soignées, mes dîners étaient dignes d'un restaurant, et mon rôle était d'être son refuge, son soutien indéfectible. J'étais la femme parfaite pour l'homme parfait. Une illusion que j'entretenais avec une dévotion aveugle, ignorant les fissures qui commençaient à apparaître dans les fondations de notre existence. Le son cristallin d'un verre qui se brise quelque part dans la salle de réception m'a sorti de ma torpeur. Mes pieds semblaient soudés au parquet. Julien et cette jeune femme blonde vêtue d'une robe rouge provocante étaient toujours sur le balcon. Sa main à lui était dans ses cheveux, la sienne à elle caressait sa nuque. Ce n'était pas un baiser volé, un accident. C'était un acte d'une intimité dévastatrice, exécuté en public, comme si je n'existais pas. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. La musique, les rires, tout s'est estompé pour ne laisser place qu'à un silence assourdissant dans ma tête. Je me suis retournée, le cœur battant à tout rompre, et j'ai traversé la foule comme une automate. Personne ne m'a regardé. Personne n'a vu que mon monde venait de s'écrouler. Je suis sortie dans la nuit lyonnaise, l'air frais me brûlant les poumons, et j'ai marché, sans but, les larmes brouillant les lumières de la ville. Le trajet du retour en voiture fut un supplice de silence. Julien conduisait, les mains crispées sur le volant de sa Peugeot, le visage fermé. Il n'a pas tenté de s'excuser, pas un mot de regret. Arrivé dans notre appartement, l'odeur familière de notre vie commune m'a frappé comme une insulte. « Amélie, ne soyons pas ridicules », a-t-il finalement dit en posant ses clés sur la console. Sa voix était calme, presque condescendante. « C'est une erreur, ça ne signifie rien. » Ces mots flottaient dans l'air, vides de toute sincérité. Je le regardais, lui, cet étranger, et je ne voyais plus que le mépris dans ses yeux. Depuis quand ai-je réussi à articuler ma propre voix méconnaissable? Il a haussé les épaules. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est notre famille, c'est Léa. Il utilisait notre fille comme un bouclier, une dernière manipulation. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, pour de bon. La tristesse a laissé place à une froide résolution. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pendant que Julien dormait profondément dans notre lit, comme si de rien n'était, j'ai commencé à faire des valises. En silence, méthodiquement, je pliais les vêtements de Léa, puis les miens. Chaque objet que je touchais semblait appartenir à une autre vie. La petite robe qu'elle portait pour son premier jour d'école, le pull que Julien m'avait offert pour mon anniversaire. Je me suis arrêtée devant le miroir. La femme qui me regardait avait les yeux cernés, le visage défait. C'était la fin. Il n'y avait qu'un seul endroit où aller, la vieille maison de campagne de mes grands-parents, à Bellevue-sur-Loire, un endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis des années, un refuge oublié. Au petit matin, j'ai réveillé Léa doucement. « On part en vacances, ma chérie », ai-je murmuré, la gorge nouée, priant pour qu'elle ne voie pas le mensonge dans mes yeux. La maison était encore plus délabrée que dans mes souvenirs. La peinture des volets s'écaillait, une odeur de poussière et d'humidité flottait dans l'air. Léa, arrachée à son confort lyonnais, était furieuse.
Je déteste ici. Il n'y a même pas de Wi-Fi, a-t-elle crié en claquant la porte de sa nouvelle chambre. Je suis restée seule dans le salon, entourée de meubles recouverts de draps blancs comme des fantômes. Le silence de la campagne était oppressant, seulement troublé par le chant lointain des oiseaux. J'ai ouvert une fenêtre. L'air sentait l'herbe coupée et la terre mouillée. C'était si différent de l'odeur de la ville. Je me suis sentie complètement perdue, une naufragée sur une île déserte. Julien n'avait pas essayé de me retenir. Il m'avait regardé charger la voiture avec un sourire suffisant, convaincu que je reviendrais en rampant au bout d'une semaine. Cette pensée a allumé en moi une petite flamme de défi. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Les premiers jours furent un combat. J'ai dû apprendre à rallumer le vieux chauffe-eau, à déboucher l'évier avec des produits trouvés sous un tas de toiles d'araignée. Il n'y avait pas de supermarché à proximité, seulement une petite épicerie au village. Un matin, alors que je revenais avec un filet à provisions contenant du pain et du lait, une femme robuste, la soixantaine, m'a interpellée. « Bonjour, vous êtes la nouvelle occupante ?» C'était Martine, ma voisine. En moins de 10 minutes, elle m'a raconté l'histoire de la moitié du village. Elle parlait avec des gestes amples, son accent du terroir prononcé. « Faites attention là-bas, dit-elle en désignant une maison un peu plus loin. « C'est Laurent, il est sorti de prison, il aurait tué sa femme, un homme dangereux. » Puis son regard s'est tourné vers une petite bâtisse isolée au bord des bois. Et là, c'est la folle, Céline. Personne ne sait d'où elle vient. Elle ne parle à personne. J'ai écouté un sentiment de malaise grandissant. J'avais fui un monstre pour atterrir dans un village de personnages de romans noirs. Le soir, alors que je tentais de préparer un dîner passable sur la vieille cuisinière à gaz, j'ai aperçu une silhouette près de la maison de Céline. Un homme grand et mince déposait un sac devant sa porte, puis repartait sans un mot. C'était Laurent, le prétendu meurtrier. Son geste ne semblait pas menaçant, mais plutôt bienveillant. Cette contradiction m'a intriguée. J'ai observé la maison de Céline. Aucune lumière n'était allumée. La jeune femme vivait comme une recluse. Martine disait qu'elle était folle, mais peut-être était-elle juste terrifiée. J'ai repensé à ma propre situation, à la peur et à la solitude qui m'étreignaient. Peut-être que dans ce village, les apparences étaient encore plus trompeuses qu'à Lyon. J'ai décidé de rester sur mes gardes, mais aussi de garder l'esprit ouvert. Je ne pouvais plus me permettre de juger les gens sur des rumeurs. Quelques jours plus tard, une nuit, une lueur orangée a déchiré l'obscurité. Je me suis précipitée à la fenêtre. La maison de Céline était en feu. Des flammes dévoraient le toit, crépitant furieusement dans le silence de la nuit. Sans réfléchir, j'ai enfilé mes chaussures et j'ai couru. Mon cœur battait la chamade. D'autres villageois sortaient de chez eux, mais personne n'osait s'approcher. « Elle est sûrement déjà morte !» a crié quelqu'un. Mais je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. J'ai vu Laurent arriver en courant, un seau à la main, mais c'était inutile. Le feu était trop violent. « Il faut l'appeler !» ai-je crié. J'ai contourné la maison, cherchant une issue. Une fenêtre du rez-de-chaussée semblait moins touchée par les flammes. La vitre était brûlante, mais j'ai réussi à la briser avec une pierre. La fumée m'a immédiatement piqué les yeux et la gorge. J'ai sauté à l'intérieur, protégeant mon visage avec le bras de mon pull. La chaleur était insupportable. « Céline !» ai-je appelé, la voix rauque. Je l'ai trouvée dans une petite chambre, recroquevillée sur le sol, toussant, désorientée. Ses yeux étaient grands ouverts de terreur. Elle ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Je l'ai saisie par le bras. « Il faut sortir, vite !» Elle était faible, mais je l'ai traînée de toutes mes forces vers la fenêtre. Dehors, Laurent nous a aidés à sortir. Céline s'est effondrée sur l'herbe, tremblante. Elle ne pleurait pas, elle fixait juste les flammes qui anéantissaient sa maison, son visage vide de toute expression. Les pompiers sont arrivés, mais il était trop tard. Il ne restait plus rien. Ce soir-là, alors qu'elle était assise dans mon salon, enveloppée dans une couverture, j'ai compris que je ne pouvais pas la laisser seule. Ma propre solitude me semblait soudain moins pesante. La cohabitation avec Céline était étrange. Elle parlait peu et jamais de son passé. Quand je lui ai demandé si elle avait de la famille, elle a simplement secoué la tête. Elle avait des moments d'absence où son regard se perdait dans le vide. Pourtant,
Elle était douce et aidait aux tâches ménagères avec une efficacité surprenante. Elle a même réussi à apprivoiser Léa. Je les ai trouvés un après-midi, jouant aux échecs sur la terrasse, un vieux jeu que Léa avait déniché au grenier. Céline jouait avec une concentration et une stratégie qui m'ont étonnée. Il y avait en elle des fragments d'une autre vie, une vie d'intelligence et d'éducation, qui contrastait violemment avec son état actuel. Elle était une énigme vivante dans ma maison, déjà pleine d'incertitudes. Et malgré mes craintes, sa présence silencieuse était devenue une sorte de réconfort. La routine commençait à s'installer. Je m'habituais au rythme lent de la campagne. Un après-midi, Léa jouait près de la rivière avec des enfants du village. Le temps était lourd, orageux. Soudain, 2 petites filles sont arrivées en courant vers la maison, paniquées. « C'est Léa !» Elle ne peut plus respirer. Mon sang s'est glacé. L'asthme de Léa. Une crise. Je me suis précipitée vers mon sac. L'inhalateur. Où était l'inhalateur? Je l'ai vidé sur la table. Il n'y était pas. La panique m'a submergée. Il doit y en avoir un de rechange, a dit Céline, soudainement alerte. Sa voix était différente, plus assurée. Nous avons fouillé la trousse à pharmacie. Rien. Le dernier était celui qu'elle avait sur elle. Il est vide, a sangloté une des amies de Léa. Elle l'a utilisé, et puis, plus rien. Je me sentais paralysée par la terreur. Ma fille allait mourir, ici, loin de tout. Céline m'a secouée. « Amélie, écoutez-moi. Il faut la ramener ici, à l'abri. Allez-y. Moi, je vais chercher de l'aide. » Elle a disparu en courant en direction du village. J'ai couru vers la rivière, le cœur au bord des lèvres. J'ai trouvé Léa, assise contre un arbre, le visage bleu, luttant pour chaque bouffée d'air. Ses yeux étaient remplis de peur. Je l'ai prise dans mes bras, elle était si légère. Je l'ai portée jusqu'à la maison, lui murmurant des mots de réconfort que je ne croyais pas moi-même. Chaque pas était une éternité. Je l'ai allongée sur le canapé. Son sifflement respiratoire était un son atroce qui me déchirait les entrailles. J'étais impuissante, une mère incapable de sauver son propre enfant. Je tenais sa main, priant comme jamais je n'avais prié de ma vie. La porte s'est ouverte brusquement. C'était Laurent. Il tenait à la main un petit inhalateur bleu. Céline est venue me chercher. J'en avais un pour mon neveu, a-t-il dit, essoufflé. Il me l'a tendu. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à le prendre. Céline est entrée juste derrière lui. Elle a pris l'objet avec une assurance déconcertante. « Léa, ma chérie, regarde-moi » a-t-elle dit d'une voix calme et professionnelle. « Il faut que tu inspires très fort quand je vais appuyer. » Léa a obéi. Après 2 bouffées, sa respiration a commencé à se calmer. Le sifflement a diminué. La couleur est revenue sur son visage. Elle s'est mise à pleurer, de soulagement cette fois. Et moi aussi. Laurent est resté en retrait, observant la scène, son visage empreint d'une tristesse infinie. Cet homme que l'on disait dangereux venait de sauver la vie de ma fille. Le lendemain, j'ai apporté une tarte aux pommes à Laurent pour le remercier. Il m'a invité à entrer. Sa maison était sobre, presque monacale, mais impeccablement rangée. Des étagères entières de livres couvraient les murs. « Je suis désolée, » ai-je commencé. « On m'a raconté des choses sur vous. » Il a eu un sourire amer. « Je sais ce qu'on raconte, que je suis un monstre. » Il a marqué une pause, son regard se perdant au loin. « Ils ont raison, d'une certaine manière. J'ai passé 8 ans en prison, mais je n'ai pas tué ma femme. » Sa voix était basse, chargée d'une douleur palpable. Il m'a raconté son histoire, son amour fou pour sa femme, Alice, les tensions, les disputes, et puis ce jour terrible où il l'a trouvée, sans vie. Il m'a parlé du procès, des preuves accablantes. Tout était contre moi. Un détective privé, engagé par son père, a monté un dossier parfait. Mon cœur a raté un battement. « Un détective privé ?» ai-je demandé, une terrible prémonition m'envahissant. « Oui, » a-t-il poursuivi, « un type très en vue à Lyon, très efficace. Il a retourné mes amis contre moi, falsifié des témoignages. Il a détruit ma vie. » Il a hésité, puis a ajouté « Son agence s'appelait Corbel et Associés. » Le nom a résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. Corbel, Julien Corbel, mon mari, l'homme qui avait détruit ma vie, était aussi celui qui avait détruit la sienne. Ce n'était pas une coïncidence.
C'était une toile d'araignée tissée par la même personne, et nous étions tous les deux pris au piège. Le monde a vacillé autour de moi. J'ai dû m'asseoir, le souffle coupé par l'horreur de cette révélation. Mon mari n'était pas seulement un homme infidèle, c'était un criminel. Je suis rentrée chez moi, hébétée. Tout prenait un sens nouveau et monstrueux. La richesse de Julien, ses voyages d'affaires soudains, son besoin de contrôle, son mépris pour les règles. Ce n'était pas de l'ambition, c'était de la cruauté. J'ai regardé Céline, qui préparait une tisane pour Léa. Et si elle aussi, et si son état avait un lien avec Julien, l'idée était si horrible que j'ai dû la chasser de mon esprit. Pendant des jours, j'ai vécu dans un brouillard, jouant mon rôle de mère et d'amie, mais mon esprit était ailleurs. Je repassais les 15 dernières années, cherchant des indices que j'avais ignorés. Et il y en avait, des appels étranges, des dossiers qu'il fermait à clé, sa paranoïa. J'avais été si aveugle, j'avais vécu aux côtés d'un monstre sans jamais le voir. La culpabilité me rongeait, je devais faire quelque chose, je devais trouver des preuves. Une semaine plus tard, Julien a appelé. Sa voix était mielleuse, pleine d'un faux remords. « Amélie, je suis perdue sans toi. J'ai fait une terrible erreur. Cette fille, Olga, elle m'a trahi, elle a volé des clients, elle m'a ruinée. Reviens, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. » C'était un mensonge, j'en étais sûre, un nouveau piège, mais c'était aussi une opportunité. J'ai pris une profonde inspiration, ravalant ma haine. Je ne sais pas, Julien. J'ai laissé ma voix trembler, jouant la femme brisée qu'il s'attendait à trouver. Laisse-moi réfléchir. Avant de raccrocher, j'ai appelé Laurent, je lui ai tout raconté. Je vais y retourner, lui ai-je dit. Je dois trouver quelque chose dans son bureau, quelque chose pour toi. Il y a eu un long silence. Sois prudente, Amélie, il est plus dangereux que tu ne l'imagines. Mon retour à Lyon a été surréaliste. Julien m'a accueilli avec des fleurs et des promesses. L'appartement était le même, mais il semblait froid, sans âme. Léa était heureuse de retrouver son père, et cela me brisait le cœur. Je devais jouer le jeu. J'ai souri, j'ai préparé ses plats préférés, j'ai fait semblant de croire à sa rédemption. Mais la nuit, je ne dormais pas. J'attendais le bon moment. Il est venu le 3e jour. Julien a dû partir pour un rendez-vous urgent à l'extérieur de la ville. Je serai de retour tard ce soir, m'a-t-il dit en m'embrassant sur le front. Son baiser m'a glacé le sang. Dès qu'il a franchi la porte, je me suis dirigée vers son bureau, la pièce où il avait bâti son empire de mensonges. La peur me nouait l'estomac, mais la détermination était plus forte. Son bureau était méticuleusement rangé. Pas un papier ne traînait, mais je connaissais son secret. Derrière un tableau représentant un paysage de Provence, il y avait un coffre-fort mural. J'avais découvert la combinaison par hasard des années auparavant, la date de naissance de sa mère qu'il détestait. Une ironie cruelle. Mes doigts tremblaient en tournant la molette. Le coffre s'est ouvert avec un léger déclic. À l'intérieur, plusieurs dossiers. J'ai commencé à les feuilleter, le cœur battant à tout rompre. Il y avait des preuves de chantage, de fausses filatures, des vies de ruinés pour de l'argent. Puis je l'ai trouvé. Un dossier intitulé Grekov, le nom de famille de Laurent. À l'intérieur, des notes manuscrites, des échanges de mails avec le père d'Alice, des instructions claires pour fabriquer un coupable. C'était là, la preuve de son innocence, la preuve de la monstruosité de Julien. En continuant à fouiller, je suis tombée sur un autre dossier, plus récent. Il contenait des photos de Céline. Elle était différente, souriante, sophistiquée. Elle était avec un homme plus âgé, un homme d'affaires connu à Lyon. Les notes de Julien étaient explicites. Il utilisait Céline comme un appât. Il la forçait à séduire des hommes pour ensuite les faire chanter. Mon sang s'est glacé. C'était donc ça, son passé. Elle n'était pas folle. Elle était une victime, brisée par Julien, et probablement par ce dernier client. La colère a submergé la peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai photographié chaque page, chaque document, chaque photo. J'ai tout envoyé sur une adresse mail que j'avais créée pour l'occasion. Puis j'ai tout remis en place, refermé le coffre et raccroché le tableau. Il était temps que tout s'arrête. Quand Julien est rentré, je l'attendais dans le salon.
J'avais préparé le dîner, ouvert une bouteille de son vin préféré. J'ai joué la comédie jusqu'au bout. « Julien, il faut qu'on parle », ai-je dit une fois le repas terminé. Il m'a regardé, méfiant. « Je sais tout », ai-je continué, ma voix étonnamment stable. « Je sais pour Laurent Grécoff, et je sais ce que tu as fait à Céline. » Son visage s'est décomposé. Le masque de l'homme charmant est tombé, révélant le prédateur. « De quoi tu parles ?» a-t-il sifflé, ses yeux devenant deux fentes glaciales. « Tu as fouillé dans mon bureau. Ce n'était pas une question. » Il s'est levé lentement, faisant le tour de la table. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Amélie. Tu es si stupide. Tu avais tout, une belle vie. Pourquoi tout gâcher ?» Il s'est approché de moi. J'ai reculé, mais le mur m'a bloqué. « Donne-moi ton téléphone » a-t-il ordonné. J'ai secoué la tête. Il a ri, un son sec et sans joie. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter, moi ?» Il a attrapé mon bras, sa poigne était de fer. « Je vais détruire ces preuves et ensuite je vais te détruire, toi. Personne ne te croira. Tu es juste une femme au foyer hystérique. » J'ai essayé de me débattre, mais il était trop fort. Il m'a projeté au sol. Ma tête a heurté le coin de la table basse. Des étoiles ont dansé devant mes yeux. Alors qu'il se penchait sur moi pour arracher mon téléphone, la porte d'entrée s'est ouverte. Laurent était là, et derrière lui, 2 gendarmes. J'avais eu juste le temps de lui envoyer un message avant que Julien n'arrive. « Ce soir, appelle-les. » Le regard de Julien, passant de la fureur à la panique puis à la haine pure, est une image que je n'oublierai jamais. Il a été menotté, emmené, sans un regard pour moi. Laurent s'est approché et m'a aidé à me relever. « Ça va » a-t-il demandé, sa voix pleine d'inquiétude. J'ai hoché la tête, bien que tout mon corps me fasse mal. « C'est fini » ai-je murmuré. « C'est vraiment fini. Ce soir-là, en quittant cet appartement pour la dernière fois, je n'ai ressenti aucun regret. Je ne quittais pas un foyer, mais une prison dorée. Je retournais à la campagne non pas en fugitive, mais en femme libre. J'allais enfin commencer à vivre ma propre vie, et non plus celle que quelqu'un d'autre avait écrite pour moi. L'enquête a révélé l'ampleur des crimes de Julien. Il n'était pas seulement un détective véreux, mais le chef d'un véritable réseau de chantage et de corruption. Il a été condamné à une lourde peine de prison. Le procès de Laurent a été révisé. Avec les preuves que j'avais fournies, il a été innocenté, blanchi de toutes les accusations. Son nom a été réhabilité. Le jour de sa libération définitive, je l'attendais. Il n'a rien dit, il m'a juste prise dans ses bras. C'était un nouveau départ pour lui et pour moi aussi. Quant à Céline, la vérité sur son agression a également éclaté. L'homme d'affaires a été arrêté. Le choc et la fin de la menace ont agi comme un électrochoc sur sa mémoire. Lentement, avec l'aide d'un thérapeute, elle a commencé à rassembler les pièces de son passé. Elle était étudiante en médecine, un futur brillant que Julien avait failli anéantir. 1 an a passé, la vie à Bellevue-sur-Loire a repris son cours, mais tout était différent. La maison de campagne, autrefois symbole de mon échec, est devenue mon havre de paix. Je l'ai rénovée, j'y ai planté un jardin. Léa s'est épanouie. L'air pur a fait des merveilles pour son asthme, mais surtout, elle a retrouvé une mère sereine et présente. Elle a compris la vérité sur son père, et malgré la douleur, elle a fait preuve d'une maturité incroyable. Céline a décidé de rester dans la région et de reprendre ses études à distance, le temps de se reconstruire complètement. Elle était devenue comme une grande sœur pour Léa et une amie précieuse pour moi. Martine, ma voisine, continuait de me donner les derniers potins, mais son regard sur moi, et surtout sur Laurent, avait changé. Il n'était plus le paria, mais le héros discret du village. Laurent et moi avons pris notre temps. Nous avons guéri nos blessures ensemble, en silence, à travers de longues promenades le long de la Loire et des soirées passées à lire au coin du feu. Notre relation s'est construite non pas sur une passion aveugle, mais sur une compréhension mutuelle, un respect profond et une tendresse infinie. Il ne cherchait pas à me contrôler, mais à m'épauler. Il admirait ma force, tout comme j'admirais sa résilience. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus de secrets. Un soir, alors que nous regardions les étoiles depuis la terrasse, il a pris ma main. « Tu sais, Amélie, » a-t-il dit doucement, « parfois il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. » J'ai posé ma tête sur son épaule.
Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment à la maison. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une librairie du village voisin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, mon propre argent, mes propres horaires. Cette indépendance avait un goût de liberté que je n'aurais jamais imaginé. J'ai repris contact avec d'anciens amis de l'université, j'ai même commencé à peindre à nouveau, installant mon chevalet dans le jardin. Je découvrais qui était Amélie, la vraie, celle qui s'était perdue pendant toutes ces années. Elle n'était pas parfaite, elle était pleine de doutes et de cicatrices, mais elle était authentique, elle était forte, et elle était enfin heureuse. Ma vie n'était plus un conte de fées, mais elle était réelle, et cette réalité, avec ses imperfections et ses joies simples, était infiniment plus précieuse que l'illusion dans laquelle j'avais vécu. Léa a grandi, devenant une jeune fille brillante et empathique. Elle voulait devenir avocate pour défendre les gens comme Laurent. La noirceur qu'elle avait traversée ne l'avait pas brisée, elle l'avait rendue plus forte, plus juste. Céline a finalement obtenu son diplôme de médecine et a choisi de travailler comme médecin de campagne, sillonnant les villages pour aider les gens. Les 4 personnes que le mal avait réunies, nous avions formé une famille étrange, improbable, née des cendres d'anciennes vies. Nous étions la preuve vivante que même après la plus sombre des tempêtes, le soleil peut à nouveau briller. La trahison de Julien avait été un poison, mais elle avait aussi été l'antidote qui m'avait libérée. Je ne pense plus beaucoup à Julien. Il est un fantôme d'un passé lointain. Parfois, en regardant Laurent rire avec Léa ou en partageant un café avec Céline, je ressens une immense gratitude. La vie m'a tout pris pour finalement m'offrir l'essentiel. L'amour n'est pas dans les apparences ni dans la perfection. Il est dans la gentillesse, le soutien et le courage d'être soi-même. Mon histoire a commencé par une trahison, mais elle s'est terminée par une renaissance. J'ai appris que le véritable luxe n'est pas d'avoir un mari riche ou une belle maison, mais d'être entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et d'avoir la force de se choisir, soi, avant tout le reste. Un matin d'automne, en buvant mon café sur le perron, j'ai reçu une lettre. C'était une convocation pour le partage des biens suite à mon divorce. L'appartement de Lyon, les comptes en banque, tout ce qui restait de mon ancienne vie. J'ai regardé le papier sans aucune émotion. J'ai appelé mon avocate et je lui ai donné des instructions claires, vendre l'appartement et placer la moitié de l'argent sur un compte pour les études de Léa. Avec le reste, j'ai créé une petite fondation pour aider les victimes d'erreurs judiciaires. C'était ma façon de tourner la page, de transformer la richesse sale de Julien en quelque chose de positif. Je n'avais besoin de rien de tout cela. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait, ici, à Bellevue-sur-Loire, sous le ciel changeant de la campagne française. Finalement, la confrontation n'a pas seulement mis fin à mon mariage. Elle a fait tomber un empire de mensonges révélant la véritable nature de l'homme avec qui j'avais partagé ma vie. Julien, l'homme d'affaires brillant, n'était qu'un criminel dont la cupidité a brisé des vies innocentes. Son arrestation a été le début d'une longue reconstruction non seulement pour moi, mais aussi pour Laurent et Céline. J'ai appris à la dure que la perfection est une illusion dangereuse. Mon monde s'est effondré, mais de ces ruines est née une nouvelle vie, plus simple, plus authentique et infiniment plus heureuse. J'ai trouvé la force en moi et un amour véritable, bâti sur la confiance et le respect. Parfois, la plus grande trahison peut devenir notre plus grande libération. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de partager votre ressenti dans les commentaires. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de tout quitter pour affronter la vérité?